vous redis bonjour à toutes et tous. On est là ensemble pendant une heure et demie, pour parler des publics familles, scolaires, enfants. L'idée, c'est pas d'aller que sur les scolaires, parce que, on va parler un peu des publics que vous recevez, mais je pense que vous recevez aussi des publics, vous savez, familles, où on essaye de créer des liens entre les parents et les enfants, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc l'idée, c'est de parler de tous les publics enfants et jeunesse que vous pouvez recevoir. Alors moi, j'ai préparé l'atelier de cette manière. Je vais vous parler un peu de mon expérience et après, je vous laisserai réagir, partager votre expérience et j'ai préparé des petites questions si jamais on n'a pas de sujet. mais voilà, je pense que de toute façon, famille, jeunesse, scolaire, il y a de quoi dire. Surtout en musique. Alors, pour tout vous dire, donc moi je m'appelle Chloé. Je travaille à la Cité de la musique Philharmonie de Paris. Donc c'est un EPIC qui est situé donc à Paris, à Porte de la Villette. Moi je suis arrivée il y a 3 ans. Et alors j'ai pas du tout une formation de bibliothécaire. J'ai fait des études d'histoire. Et je suis arrivée donc à la Philharmonie de Paris pour m'occuper des ressources numériques de la Philharmonie de Paris. Peut-être que certains sont abonnés d'ailleurs. Depuis quelques temps, je travaille aussi à la médiathèque pour proposer des animations, pour faire des permanences. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans mon bibliothèque. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont déjà venus à la Philharmonie de Paris? Je commence toujours par cette question quand je suis dans les formations. Ok. De ce côté-là. Ok. Voilà. Donc c'est souvent à peu près une bonne panel de représentation. Donc en fait, pour la Cité de la musique, Philharmonie de Paris, on est donc un lieu qui a ouvert d'abord en 1995. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre après pourquoi. La Cité de la musique, quand elle a ouvert, elle devait être ouverte sur toutes les musiques. Voilà, c'était l'idée de s'ouvrir à toutes les musiques, de pouvoir partager, éduquer tous les publics à la musique et pas forcément la musique classique. Donc il y a eu un espace d'exposition avec un musée, une salle de concert, et la médiathèque a ouvert quelques années après à la Cité de la musique, mais au début il n'y avait pas forcément de médiathèque, il y avait un centre de documentation, il y en avait même 3, un pour le musée, un pour les professionnels et un autre pour tout ce qui est éducatif. Voilà. Mais dans nos missions, et encore aujourd'hui, on n'a pas forcément vocation à accueillir du grand public, des familles. Voilà. C'est pas l'idée de la médiathèque de la Cité de la musique, c'est pas forcément ça. En fait, on a une médiathèque musicale et on n'est pas forcément une médiathèque municipale. Du coup, c'est un peu compliqué à attirer du coup des enfants au sein de notre médiathèque parce que c'était pas forcément ce qui était prévu. En 2015, on a ouvert un bâtiment juste à côté qui fait partie de notre maison qui s'appelle la Philharmonie de Paris pour justement accueillir encore plus ces publics parce que la musique classique a été dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, dans une salle qui s'appelle la salle Pliel. Pour l'ouverture des publics, vous imaginez bien que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Se rapprocher de Porte de Pantin, ça permettait d'accueillir des nouveaux publics, donc notamment les jeunes de Seine-Saint-Denis, les enfants des quartiers prioritaires de la ville de Paris, 19e, 18e, 20e. Voilà. De toute façon, je pense que si vous n'êtes pas parisien, si vous regardez un peu les informations, Porte de Pantin, Porte de la Villette, en ce moment, c'est assez dans les médias. Donc voilà, vous pourrez regarder un peu ce qui se passe. Mais donc l'idée, c'est de s'ouvrir à tout le monde. Et dans le projet de la Philharmonie de Paris, on a eu le projet d'avoir une philharmonie des enfants. Donc un espace pour les enfants. Donc à cette occasion, à la médiathèque, on a créé du coup un espace enfant, donc avec des ouvrages, je l'ai fait venir, j'ai pas vraiment commencé. Donc un espace jeunes et familles donc dans cette médiathèque, avec la petite particularité que tous ces livres ne sont pas empruntables. Voilà. Mais on a un espace avec des banquettes, avec des livres enfants, voilà. Donc ces ouvrages ils sont notamment empruntés par des gens en interne, par le personnel de la Philharmonie, pour préparer des ateliers éducatifs qui ont lieu à la Philharmonie de Paris. Et il y a quelques mois, la Philharmonie des enfants a ouvert, et c'est un lieu où il n'y a pas de médiation, où les enfants, comme à la Cité des Sciences, découvrent les musiques par le toucher, les sensations. Voilà. Donc du coup, j'ai axé Du coup, vous avez bien compris que
proposer des contenus jeunes et familles dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué. Et du coup, je vous ai proposé 3 idées, enfin 3 exemples qu'on essaye de faire, mes collègues et moi, voilà, pour faire vivre cet espace pour les jeunes et familles. Donc déjà, je vous ai parlé de cet espace dédié où les ressources ne sortent pas. Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître auprès des publics familles, sachant que on ne communique pas forcément là-dessus. Cette année, on a eu la chance, c'est tout nouveau, d'accueillir Camille Jourdi, qui est une dessinatrice. Alors, elle a gagné le prix jeunesse du Festival d'Angoulême, je crois qu'il y a 2 ans. C'est une dessinatrice qui est récente, qui a fait aussi des ouvrages pour adultes. Et en fait, elle a été appelée par notre institution, donc la Philharmonie de Paris, pour faire des dessins pour les concerts jeunes et familles. Donc on a des concerts qui sont faits vraiment que pour les enfants, où il y a du public scolaire qui viennent, ou des publics avec leurs parents. Et en fait, pour faire de la communication autour de ces événements, on a fait appel à une dessinatrice extérieure qui fait des dessins. Donc cette année, c'était Camille Jourdi. Et on s'est dit, on va essayer de ramener du monde à la médiathèque via cette dessinatrice. Donc en fait, on a exposé les dessins qu'elle a fait pour la Philharmonie de Paris dans la médiathèque, avec surtout en espace jeunesse un énorme dessin. Vous pourrez le voir. Oui, vous pouvez. Il y a des petits poufs en dessous. Vous pouvez. Il y a une bonne communication sur les réseaux sociaux, donc vous tapez Camille Jourdi Philharmonie, vous verrez à la médiathèque. Mais du coup, et on projette un concert où Camille Jourdi fait un dessin en live avec des concerts ça s'appelle Le Petit Oiseau de Feu. Et du coup, c'est plein de morceaux. Il y a notamment du Prokofiev, des compositeurs plutôt russes. Et donc, elle en live, elle fait des petits dessins. Voilà. Et ça, il y a une grosse com de notre institution là-dessus, et ça a accueilli pas mal de public. Et ça a permis en fait aux familles de venir, vous voyez, un mercredi après-midi et de se poser sur notre petit salon. C'est un petit salon. Et les enfants viennent, ils regardent le concert, ils regardent les ouvrages. Mais ça, on a vu que ça avait fait de la publicité sur un espace où nous, on n'arrive pas à sortir des livres. Enfin, on ne peut pas sortir des livres et ça ne va pas changer. Entre nous, ça, c'est pas le cas. Et du coup, pour faire vivre un espace, le faire connaître, on trouve que ça marche plutôt bien. Là, ça fait 2 semaines. Et on a vraiment un public famille qui vient, qui connaît le lieu, qui connaît aussi Camille Jourdi. Donc voilà, donc pour faire connaître un lieu où on n'a pas forcément de communication classique pour la médiathèque, c'est une bonne idée de faire appel à une dessinatrice, plus ou moins connue, mais voilà. Donc ça, c'était ma première idée que je voulais vous partager. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette première idée? Non. En tout cas, voilà, regardez Camille Jourdi, c'est très sympa. Alors l'autre idée que j'avais aussi à vous partager, donc là, donc les 2 autres, c'est plus que ce que moi je fais en fait comme mission au sein de la Philharmonie de Paris. En fait, on a eu des demandes de bibliothèques, surtout d'Île-de-France, pour les aider à créer les parcours EAC. Donc je sais qu'on en a parlé ce matin. Alors l'EAC, je vous dis juste ce que c'est l'éducation artistique et culturelle. C'est ça, l'éducation artistique et culturelle. Et selon le ministère de la Culture, elle a pour objectif d'encourager la participation des enfants à la vie artistique et culturelle. C'est un programme qui date d'il n'y a pas... c'est ce gouvernement-là qui l'a mis en place, je crois. Et dans certaines médiathèques, donc c'est le cas notamment à Villejuif, c'est les médiathèques qui font le parcours EAC de la ville. C'est-à-dire que c'est la municipalité qui, par choix, se dit les médiathèques sont peut-être ce qu'il y a de plus proche pour les enfants, pour apprendre à participer à la vie artistique et culturelle. Et c'est les médiathèques qui accueillent les classes et qui proposent du contenu EAC. Et alors, ça peut être plutôt compliqué pour les bibliothécaires parce que il faut quand même qu'il y ait de la pratique culturelle et il faut quand même qu'il y ait de l'animation. Faut quand même, normalement, il est censé y avoir quand même un suivi éducatif. Il faut suivre ce qu'il y a dans l'éducation nationale. Et ils nous ont fait, on s'est dit, on va faire un partenariat ensemble, donc autour de la thématique musique et nature. Et donc, avec une service civique, on propose des ateliers sur la musique, la découverte de la musique, via l'angle de la nature, mais pour les enfants de
On a commencé CE1, CM1, et je crois qu'on va avoir du CM2 en juin. On finira par les plus grands. Mais en fait, ils découvrent du coup... alors là, en ce moment, on a fait assez basique. On a commencé par Pierre et le loup. Donc ça leur permet déjà de découvrir les familles d'instruments, un orchestre, les instruments. Parce que, en petit rappel, dans Pierre et le loup, chaque personnage est associé à un instrument. Donc c'est très simple, du coup, de faire découvrir aux enfants les instruments à cuivre, à vent, à cordes, via cette œuvre-là. Et puis bon, la nature, les animaux, voilà, donc ça permet d'ouvrir plein de pistes. Mais c'était un peu la piste que je voulais vous donner, c'est que les EAC, on n'y pense pas forcément souvent. Je sais qu'ils en ont parlé ce matin, mais c'est vrai que les médiathèques peuvent avoir un rôle à jouer, ça dépend des municipalités. Mais c'est le premier lieu culturel que les enfants connaissent. Et alors, Villejuif, on est quand même proche de Paris, hein, j'aurais pu le faire. Il y a des théâtres, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'était une idée que je voulais vous partager. Voilà. Et ma dernière piste, avant de vous laisser la parole, c'est ce que c'est ce qu'on fait en plus grand avec la Seine-Saint-Denis. Donc on a appelé ça le parcours Philharmonie Seine-Saint-Denis. C'était un atelier avec un musicien au sein des bibliothèques. Alors, pour le simplifier un peu, parce que là, il y avait vraiment tout un projet du département, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été débloqués pour ce projet-là. L'idée, c'était de préparer un groupe de personnes pour aller voir un concert. Donc ça peut se faire, nous à l'époque, c'était à la Philharmonie de Paris, mais vous pouvez le faire localement à l'Opéra de Limoges, à Saint-Étienne, à Toulouse, à Nantes, même dans des plus petites villes. Avant d'aller à un concert, on peut se dire qu'à la bibliothèque, un groupe d'enfants peut se préparer. Parce que, alors, on pourrait reprendre ce que vous avez peut-être vécu, mais si vous êtes déjà allé dans un musée, si je vous mets devant l'œuvre des impressionnistes ou contemporaines, si je ne vous explique pas ce que vous voyez, vous allez trouver ça beau, vous n'allez pas forcément comprendre. Et même moi, ça m'est arrivé, quand je suis arrivée à la Philharmonie de Paris, je me suis inscrite pour aller voir des concerts au début, et j'ai trouvé ça très beau, mais j'ai pas compris ce qui était joué. Je vais vous dire. On a peut-être besoin de clés d'écoute. Donc surtout en musique classique, mais ça peut marcher aussi en jazz ou même en musique actuelle, parce que en rock, en hip-hop, connaître l'histoire d'une œuvre, ça peut permettre après aux enfants d'écouter autrement une œuvre ou peut-être de trouver ça peut-être encore plus jolie ou de se questionner. Et du coup, ça peut être des animations que vous pouvez faire avant en fait d'aller voir un concert ou avant d'aller voir une œuvre jouer, de préparer les enfants avec les ressources qu'il y a à la médiathèque. Donc à la fois les livres, les ouvrages, c'est plus de l'animation, j'avoue, mais nous on avait fait ça avec la Seine-Saint-Denis. Et on avait fait ça en fait, alors on avait fait appel à un musicien parce que la Philharmonie, on en a plein, mais c'était autour de l'œuvre autour du flamenco. Et en fait on avait appris aux enfants, vous savez la danse, donc je vais pas vous la faire, mais attraper la pomme, manger la pomme et la jeter. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à faire la sévillane. Voilà. Et alors les musiciens le font beaucoup mieux que moi, mais l'idée c'était de leur apprendre via des percussions corporelles ou des mimes à reproduire ce qu'ils allaient voir sur scène. Alors évidemment, ça dépend de l'œuvre que vous étudiez, mais ça peut être assez simple. Parce que, par exemple, Pierre et le loup, vous pouvez demander aux enfants de mimer les personnages. Entre mimer Pierre ou mimer le grand-père, ils vont pas marcher de la même manière, les enfants. Et c'est du coup un bon moyen de faire écouter la mélodie de cette œuvre. Pour le flamenco, vous pouvez avec la danse leur faire découvrir l'œuvre. Avec les percussions corporelles, ça peut être des musiques plus traditionnelles des Caraïbes ou de Cuba ou d'Afrique. Mais les faire vivre la musique via une animation, nous, c'est ce qu'on fait à la Philharmonie. Il y a des gens qui le font vraiment, qui sont super formés pour ça. Nous, on le fait en plus petit. Avec les bibliothèques que moi je coordonne, on fait des choses plus petites, parce que l'idée, c'est que les bibliothécaires deviennent eux-mêmes agents d'animation, et que on essaye de faire des choses plus simples. Donc Pierre et le loup, je vous le dis, ça marche super bien, parce que les enfants, ils aiment bien. Et puis mimer Pierre, mimer le loup,
c'est assez facile à expliquer. Voilà, il ne faut pas avoir fait le conservatoire de Paris pour savoir ça. Voilà. Franchement, ça marche super bien. Et voilà. Donc moi, c'est ce que je fais. Alors, je fais plein d'autres choses. Mais l'idée, c'est de vous partager ça. Et du coup, de vous donner 3 types de pistes que vous pouvez faire. Mais je suis sûre que vous faites aussi des choses chez vous qui sont forcément mieux, à mon avis. Et, alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on fasse une ronde ? Ou vous voulez prendre la parole ou... On peut faire une ronde, hein, si vous voulez. Comment ça... Désolée. Et puis à chaque fois, vous me dites d'où vous venez. Enfin, il y a les petits trucs, mais on va pas très bien. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Brochet. Je représente les médiathèques du Val de Sully, c'est dans le Loiret. Donc, moi, je viens d'un contexte vraiment très, très rural, ce qui pose des questions assez spécifiques. On est plus ou moins dans un désert culturel, entre guillemets. On n'a pas de salle de concert, on a très peu de structures. Donc, en fait, on est un peu seul au monde. Ouais. On est un peu livré à nous-mêmes. Et trouver des partenariats, c'est un petit peu compliqué. Donc, on est obligé un peu d'improviser. Des fois, avec de la bonne volonté, ça peut bien se passer. Par exemple, moi, j'ai déjà travaillé avec Pierre et Loulou. En effet, ouais, c'est quelque chose qui est très efficace, qui fonctionne très bien avec les enfants. Pour dire voilà, qu'on n'est pas réduit à un fatalisme voilà, là-dessus avec les enfants. Moi, je sais que je travaille avec 2 instituts super d'une petite commune de 500 habitants qui est vraiment perdue au milieu de la forêt. Il n'y a absolument rien dans les environs. Et il y a un projet qui est récurrent, qui se passe sur un cycle de 2 ans avec les enfants. On travaille avec eux là-dessus. Donc en fait, c'est pour les initier à la musique en live. Et donc ce qu'on fait, c'est que déjà eux ils font de l'initiation instrumentale avec l'école de musique, on a une école de musique sur le territoire. Ils apprennent beaucoup, ils prennent beaucoup de culture musicale, voilà, on leur fait beaucoup de présentations sur le sujet et ils ont eu l'occasion de voir à Orléans le groupe Girls in Hawaii, parce que vous connaissez un groupe belge d'indie pop, qui leur ont... ils sont venus en fait pour les balances. Après, ils ont eu l'occasion de voir le concert, donc vraiment ils s'initient aux pratiques. Qu'est-ce qu'un concert ? Parce qu'en fait, c'est pas forcément évident pour ces enfants-là. Ils n'ont jamais l'occasion d'aller voir de la musique en live. Donc les initier à ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez crucial en fait, pour les sortir, qui eux après prennent plus tard l'initiative d'aller dans des salles de concert, d'aller voir de la musique en live. Et à la toute fin du cycle, au bout de 2 ans, il y en a certains d'entre eux qui commençaient à jouer des instruments, on commençait à avoir une future batteuse, un futur guitariste. Là, je parle d'enfants de primaire, du coup, CM1, CM2. Et à la toute fin du cycle, au bout de 2 ans, on les a amenés à Clermont, Festival Europavox. Donc, expédition assez improbable, avec un quart d'une trentaine, une quarantaine d'enfants de 10-11 ans au milieu d'un festival de musique. Donc c'est un projet assez incroyable pour des enfants qui sont un petit peu au milieu de nulle part, entre guillemets. Voilà, donc nous on mise pas mal là-dessus, sur le fait de les ouvrir un peu à l'extérieur, parce que pour nous c'est vraiment ultra important. C'est limite ce qu'on fait nous, sauf que nous, les enfants qu'on peut accueillir à la Philharmonie, c'est des enfants qui ne sont pas isolés géographiquement, c'est des enfants qui sont isolés socialement. Et en fait, ça revient limite au même. Ouais. Parce qu'il faut savoir, par exemple, à Villejuif, franchement, ils ont la ligne 7, 20 minutes si ça marche, ils sont au musée du Louvre. Mais leur demander s'ils sont déjà allés au musée du Louvre, ou même est-ce qu'ils peuvent aller au musée du Louvre, c'est déjà une vraie question. Parce que, moi j'ai déjà travaillé avec des ados de 18 ans de Seine-Saint-Denis, et ils me disent c'est pas fait pour moi. Et alors que vous, c'est encore pas eux, c'est géographiquement, donc je pense qu'ils aimeraient. Mais il y a les... on est sur des contextes démographiques très différents, au final, on a les problématiques qui peuvent potentiellement se rapprocher. Ouais, mais c'est cool ça. Je sais pas si vous avez des questions en plus, ou non. On verra après. Comme vous voulez, tu as déjà abordé la musique métal avec des... Ça se voit. Oui. Déjà par l'écoute, déjà, pour commencer, parce que mine de rien, ça peut être un sacré choc quand on n'a jamais été confronté à ça. En général, les enfants aiment bien le look, tout ça, ça les intrigue, ils posent pas mal de questions. Donc déjà, c'est une bonne manière d'aborder le truc. Et par exemple, il y a une classe où je suis venu leur faire une petite présentation de livres sur le sujet. Je leur ai passé des extraits de concerts aussi, pour les initier. Mais je suis jamais allé au-delà pour l'instant, mais voilà.
Suivant. Samuel des communautés de communes Rhône-Crussol, c'est juste en face de Valence. Et si je suis venu, c'est parce que justement on a un peu du mal à créer des partenariats ici, et je voulais un peu m'inspirer de tout ce qui a été fait. Cette année, on a aussi travaillé sur Pierre et le Loup. Et c'est à peu près tout pour le moment. Mais j'ai un projet avec le collège où je vais essayer de leur parler un petit peu de l'influence dans la musique. Et du coup, j'ai pris les musiques électro et les musiques de rap. En fait, j'ai récupéré les samples, j'ai cherché les samples et tous les extraits de musique qui pouvaient être utilisés pour essayer de leur montrer qu'en fait, on peut remonter loin comme ça. L'exemple que j'avais en tête, c'est la dernière reprise, pas la dernière, mais une des dernières reprises de Gims avec les deux autres, je ne sais plus leur nom, mais qui ont repris. C'est Dadju et Slimane. Slimane. Voilà, pardon. Ils ont repris Belle de la comédie de Notre-Dame de Paris, merci, qui du coup peut être rattachée à Belle avec Garou et Fiori et tout ça, et remonter ensuite à Victor Hugo. Et ainsi de suite si on veut s'amuser. Voilà, en passant par Quasimodo bien entendu. Donc c'était l'idée, et après du coup je les ai pas essayés encore, donc je pourrais pas vous dire le retour que j'ai eu, c'est prévu pour la semaine prochaine. Et si je peux vous donner, pardon, mais comme ça vous donnera pas d'idée. Mais nous on a essayé, alors chaque année j'ai un service civique qui m'aide pour faire l'animation en bibliothèque, et l'année dernière on avait un fan de Sample qui du coup s'est orienté vers une formation pour travailler sur les platines quoi. Enfin, voilà. Et lui, du coup, il était fan de Sample et il avait décidé de faire un atelier d'animation pour les ados dans les bibliothèques du 18e arrondissement, hip-hop, musique classique. Donc, il avait cherché tous les samples de musique classique dans les morceaux de rap. Donc, Lettre à Elise, Beethoven, voilà. Il y en a un paquet. Et c'est assez marrant parce que donc, il m'a fait son petit tableau, oui, et tout, il était content. Et je regarde et je lui dis, donc il avait 18 ans. Je dis, alors il y avait Nas, NTM. Il y avait même Orelsan dans la liste. Bon, il y avait une liste de rappeurs et je dis tu les écoutes ceux-là? Et évidemment non, voilà, parce que même Orelsan, d'après ce que j'ai compris, c'est limite pour les vieux, voilà. Du coup je lui dis écoute, c'est très bien, donc on l'a quand même fait en bibliothèque, mais je l'ai fait travailler sur un autre sujet. Vous pourrez, si vous avez des ados chez vous, vous pourrez tester. Souvent, ils ont l'impression qu'il y a que de l'ordinateur derrière les morceaux de rap qu'on écoute en ce moment et qu'il n'y a pas forcément d'instruments. Et Sofiane Pamar, qui est le grand pianiste des rappeurs du moment, par exemple, il a fait plein de morceaux pour... alors, désolé si vous ne connaissez pas, mais SCH, Kobalade, des rappeurs du Top 10 France, parce que NTM n'est plus dans le Top 10 France depuis des années. Et là, on avait du coup ouvert une porte pour leur présenter des instruments. Donc on avait fait sur le piano et le violon, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui, en fait, le piano, ça permet de faire une rétrospection sur sa vie, et le violon, ça permet de se mettre en valeur pour les rappeurs. Et du coup, on avait étudié ça, et ça a bien marché. On leur a fait découvrir les instruments comme ça. Donc voilà, c'était une petite piste. Ça, on l'a fait, et ça a bien marché. Donc, voilà. Merci. Moi, je m'appelle Laure Massicard, je travaille à la médiathèque de Romorantin dans le Loir-et-Cher. Alors, ça va faire 20 ans que je suis à la médiathèque et que je suis notamment dans la musique. Depuis peu, on travaille, on a vraiment accentué le travail avec la collaboration de notre conservatoire municipal, parce qu'on a des vrais musiciens sous la main, que ce soit pour les tout petits, donc que ce soit en crèche, que ce soit avec l'accueil des classes. Alors il y a un petit peu moins de demande d'animation uniquement musique par les scolaires. On a beau leur proposer des instituts qui ne sont pas automatiquement partants. Nous après on tient absolument à ce que la musique fasse partie de toutes les animations avec la section jeunesse. Après, pour ce qui est du public qui vient en bibliothèque, je pense que je ne vais pas vous apprendre que les prêts de musique sont de plus en plus compliqués, mais on a vu une avancée aussi au niveau de la jeunesse, où le public des nouveaux parents
il a changé aussi. L'écoute de la musique, voilà, avant, ils empruntaient énormément de CD. Enfin, quand on faisait une animation de bébé lecteur, derrière, il y avait un prêt de CD qui était quand même assez conséquent. Et donc là, on s'aperçoit que l'écoute de la musique passe beaucoup moins par les CD. Et du fait d'avoir cloisonné la section jeunesse, nous, on est à l'étage au niveau de la musique, les parents ne vont pas automatiquement emprunter derrière de la musique parce que l'écoute de la musique passe pour eux de moins en moins par le CD. Alors nous, on est là pour leur faire découvrir au niveau des classes, mais quand j'ai commencé, je me rappelle avoir montré à des enfants ce que c'était qu'une cassette vidéo et des yeux. Oui, mamie, elle a ça dans son grenier. Quand on leur montre des CD, c'est un petit peu la même chose. Enfin, l'empreinte CD ou l'utilisation du CD pour les enfants, elle est très compliquée. Et c'était un petit peu notre discussion de ce qu'il dit à table. J'en ai parlé aussi moi ce midi, alors pas sur la même table. Je leur témoignais parce que j'ai fait un petit tour des bibliothèques parisiennes. Je vais souvent en bibliothèque. Et eux, c'est les seuls CD qui sortent, les seuls CD famille. Parce que, en fait, pour les bobos parisiens, et je m'inclus dedans, totalement, on ne met pas de tablette dans la chambre de son nourrisson ou de son enfant, on lui met encore des cassettes, des lecteurs, vous savez, les lecteurs CD que peuvent avoir vos parents ou vos grands-parents. Et du coup, voilà. Et alors, moi, ma voisine, elle l'a. Non mais on en a encore aussi, même quand on est pas si vieux que ça. Oui, non mais moi j'en ai. Ce que je veux dire, c'est que je regarde des DVD, j'écoute des CD, mais ce que je veux dire, c'est que je le vois même avec ma voisine, parce que je vois ce qui se passe dans la chambre de son enfant, quand on est vraiment proche, au niveau des fenêtres, et même elle est pareille. C'est-à-dire que pour les petits enfants, les publics parisiens, voilà, je parle des gros bobos, ils écoutent, ils empruntent encore des CD famille. Et c'est dans plein d'endroits en bibliothèque, c'est les seuls CD qui sortent. Ah oui, je dis pas que ça sort. Mais c'est juste pour. On voit quand même qu'il y a. Oui, il y a une suite. Après, je pense pas que ça se limite forcément au public parisien. Parce que je pense que la question, c'est surtout peut-être aussi qu'il y a moins d'équivalence en numérique, streaming sur ces contenus-là. Notamment les livres CD aussi. Les parents sont très friands des livres CD jeunesse. Et peut-être que c'est aussi la raison qui fait que ça persiste un peu plus facilement. Et puis dans les voitures, il y a de moins en moins aussi de lecteurs CD. Alors du coup, et on en parlait nous aussi ce midi parce que du coup, je leur Le prêt emploi crédit dont on parlait. Oui. C'est ce qui est exactement ce que j'allais dire. Donc c'est ce que fait quelqu'un de Chambéry. Voilà, je fais à Chambéry, près de les lecteurs CD. Donc Olivier, du réseau des médias télévision. Okay. Donc nous, en musique, on ne travaille pas trop, pas beaucoup avec les enfants, sauf avec vraiment la toute petite enfance. Là, on est partenaire avec une collègue de la jeunesse. Okay. On travaille, mais là pour le coup sans CD, avec de la vraie voix, avec des vrais instruments, où on mélange littérature et musique. Mais c'est vraiment pour la petite enfance, c'est vraiment de la découverte. Il n'y a pas de jugement pour des petits. Pour le reste, on n'a pas de plan encore, de PEAC. Mais ça marche bien, les EAC. Oui, ça fonctionne déjà pour la littérature, on va dire. Nous, nos collègues travaillent. Mais on voit bien que ça fonctionne avec la musique aussi. Franchement, ça fonctionne. Je me dis, moi, quand je le vois dans la bibliothèque, il y a vraiment du. Si, ça fonctionne. Et en revanche, là, on ne fait pas intervenir de personnes extérieures. Nous faisons les animations. Donc, on chante, on joue de la musique. On fait participer aussi, évidemment, les petits, surtout les petits, je pense que c'est à ce moment-là où c'est très intéressant. On les impliquer aussi dans cette découverte musicale. Anne, médiathèque de Bayonne. C'est un peu cloisonné aussi chez nous au niveau musique. Moi, je suis plutôt sur l'espace musique, mais adulte, et je fais des animations plutôt adultes. Et les collègues jeunesse font des animations plutôt jeunesse, avec dans tout le livre, on est autour de la musique aussi. Oui.
c'est cloisonné. C'est cloisonné, oui, un petit peu quand même, Ouais. par rapport à l'espace où c'est même nous, on a un gros projet de nouvelle médiathèque, donc Oui, où tout sera un peu décloisonné. Oui, il faut inclure Voilà, tout ça. Mais c'est dans les nouvelles bibliothèques, hein, souvent où ça s'est cassé les murs et on rassemble. C'est un peu compliqué par rapport aux espaces. Nous, dans une bibliothèque qui a plus de 40 ans, on est vintage, donc on est vraiment. On n'a même pas d'espace. Voilà. Donc, je magnifique. Ouais. Ça, c'est les nouvelles médiathèques, il n'y a pas vraiment de mur ou de ouvert. Mais après, ça peut aussi rejoindre les ados, comme il peut y avoir un public scolaire peut-être plus grand. Alors j'avoue, les EAC, je crois que ça s'arrête à l'école primaire. Je pense pas qu'il y en ait vraiment au collège. Après, nous, on a la SMAC qui travaille beaucoup Ouais. avec les scolaires. Oui. Donc, Oui, c'est que c'est un le peu- collège, le lycée, là, pour le coup, il y a des intervenants professionnels, des musiciens, Ouais. qui viennent travailler. Oui, dans la collège de Voilà, jeunesse, de c'est ça. là. Voilà. On a des auteurs qui viennent, Ça enfin, on fait des tas d'animations. Alors après, il ne faut pas aussi hésiter, je vous donne une petite chose, il ne faut pas hésiter à mélanger les genres de ressources, les types de ressources. C'est-à-dire que, mais je crois qu'il y a eu ce sujet-là l'année dernière à la CIM, vous savez en Zoom, on a fait un CIM Zoom. Il y avait une bibliothécaire de Célestat, je ne sais pas si vous vous souvenez, et elle avait mentionné qu'elle essayait de décloisonner qu'elle essayait de mélanger plusieurs types de documents ensemble en fonction d'une thématique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les publics adolescents, ça marche bien parce que moi je me rends compte de plus en plus que pour eux, ils n'en ont rien à faire que ce soit un livre, un CD ou un DVD. C'est un peu triste, mais ils veulent quelque chose sur le manga, et ils veulent du manga en fait. Et le type de contenu, pour eux c'est pareil, limite. C'est assez... Voilà, c'est un peu bizarre, mais... Voilà, donc peut-être que du coup, lors d'une animation jeunesse, apporter un peu d'adultes, apporter de musique pour ambiancer. Comme ce qu'ils ont fait ce matin, on nous parlait le monsieur de Rennes, il parlait de son expérience en Ile-de-France, où il mettait une ambiance sonore avant un concert. Moi je trouve que c'est une super idée. Céline Navarro, moi je travaille à la bibliothèque départementale de Pau et en fait je viens surtout chercher des idées pour évidemment ce public-là, puisque nous jusqu'à présent on a travaillé sur les adultes et notre venue ici c'était surtout pour présenter la 64 Music Box, donc c'était scène locale, donc vraiment nous on a un gros travail à faire pour les enfants. Alors, pardon, vous pouvez aussi interagir entre vous, mais c'est juste que j'essaye de faire. À Pau, à la médiathèque de Pau, ils ont fait quelque chose de super. Alors là, je parle vraiment pour ma conversation. Mais vous savez, à la Philharmonie, on a des orchestres d'émos en France. Donc, c'est des orchestres d'enfants, souvent dans les quartiers populaires de la ville, qui sont dirigés par un orchestre ou un opéra ou une école de musique pour découvrir la musique classique. Et à Pau, ils ont fait un truc que j'ai adoré. Ils ont vidéo projeté un concert de la Philharmonie, un morceau de L'Oiseau de Feu. Et après, les enfants de cet orchestre-là l'ont joué dans le centre social, devant leurs parents. Et je trouve que c'est une super bonne idée d'associer la grande Philharmonie, le gros bâtiment, la 80 School Volant, avec les enfants devant leurs parents. Je trouve que c'est une super idée. Donc, ils ont fait ça, et c'est les seuls à l'avoir fait. Et c'est un peu nouveau. Parce que du coup... Non, c'est à la voilà. Donc, c'est bon. Oui, mais moi je ne suis pas. Oui, je sais. Je passe mon tour. J'écoute. Moi, je ne suis pas d'une médiathèque non plus. Je travaille à la SSM. Ok. Je travaille sur toute la partie éducation artistique et culturelle, et notamment un programme qui s'appelle les Fabriques à musique. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc le principe, c'est qu'il y a un auteur-compositeur qui va dans des classes de la maternelle, enfin qui va dans une classe qui peut être de la maternelle jusqu'au lycée agricole y compris, et pendant un nombre déterminé d'ateliers, ils vont créer une œuvre musicale originale ensemble. Enfin, il y a vraiment cette idée de mettre l'enfant en position de co-auteur et co-compositeur.
Et du coup, c'est un programme qui se développe sur plusieurs esthétiques musicales. Donc ça a commencé par la chanson, maintenant il y a l'électro, le jazz, la musique contemporaine, musique et image. Et là, cette année, on lance une fabrique rap et une fabrique rock en plus. Et donc, c'est des structures culturelles en fait qui portent le projet. Donc ça peut être, généralement c'est des salles de concert parce qu'il y a une partie restitution publique dans une salle. Et que l'idée, c'est aussi du coup de familiariser les élèves d'un territoire avec les structures culturelles de leur territoire, de les faire sortir de l'école, de les faire jouer sur une scène dans des conditions professionnelles, etc. Donc c'est surtout des salles de concert, mais ça peut être aussi des associations, ça peut être des collectivités. Donc on a un panel d'acteurs assez vaste. Et du coup, je viens ici pour comprendre comment la musique rentre dans les bibliothèques et voir comment on pourrait travailler ensemble. Je peux aller passer si tu veux. Du coup, je m'appelle Muriel, je suis à Bordeaux-Coulon, dans le quartier. On est ouvert depuis 3 ans. Alors moi, j'appartiens au secteur art, mais effectivement, on a quand même envie de travailler en transversalité avec d'autres services. Et du coup, je fais beaucoup de pièces musicales, des tests, des petites compètes comme ça au niveau adulte. Et là, samedi dernier, j'ai fait mon premier atelier éveil musical pour les 3-6. Avec un stagiaire super, un musicien, guitariste, ukulélé, etc. Et on a travaillé sur 1 heure en fait. C'était un petit peu puissant parce qu'on a eu 50 personnes. On ne s'attendait pas à autant de succès. Et sachant que normalement les lectures 3-6, il y a une vingtaine de personnes. Donc là, ça a carrément. Voilà, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est la première fois qu'on l'a fait. On était très stressés. Et en fait, on met en place un prix d'instruments là prochainement. Et c'était une manière en fait de montrer ces instruments-là. Donc globalement, si ça vous intéresse, je ne sais pas. On a d'abord commencé en faisant juste de l'écoute musicale. Donc on a joué des instruments cachés derrière les parents dans un premier temps. On a vraiment fait des petits morceaux en fait tous les deux. On avait un thérémine, un hang, une kalimba, des maracas, un cajon, un xylophone, une guitare, enfin voilà, des trucs assez nouveaux en fait qu'ils n'avaient jamais vu. Une thérémine, personne n'a jamais trop écouté à la vie. Et en fait après rapidement on montrait l'instrument et on proposait à un enfant de venir découvrir le truc. Donc ça c'était le premier temps, on a fait plusieurs séries comme ça d'instruments. Et ensuite, on leur a fait se mettre en cercle. Globalement, on n'a pas trop réussi. On leur a donné des instruments, ils ont joué chacun les uns après les autres. Mais il y avait vraiment trop de monde, ça c'était un peu bizarre, c'était un peu une machine. Mais on a eu des trucs incroyables. Le gamin de 6 ans, il est arrivé sur le cajon et il a joué un truc direct à un rythme incroyable. Donc on a vraiment eu des grosses surprises. Ou un petit garçon de 5 ans derrière un xylophone énorme qui nous regardait nous et qui ne regardait pas du tout le 8AB. C'était vraiment très amusant. Et après, on a fini par les comptines, des jeux sur le corps aussi. Tout ça. Voilà. Donc super incroyable. Et par contre, dans les ateliers de classe, les collègues de la jeunesse, elles ont plusieurs propositions pour les intites, dont un truc sur les instruments. Mais on le fait rarement. C'est rarement demandé quand même par les enseignants qui ont encore une vision de la bibliothèque, les enfants, c'est le livre. Et c'est pas encore la musique. Donc on voit qu'ils font ça souvent. Ça, c'est vrai. Dans les formations professionnelles, la musique n'existe pas. Les stagiaires, Oui, notamment jeunesse. Non, ça n'existe pas. Oui, on ne raconte pas. Pourquoi Et d'ailleurs, quand on voit les programmes de l'éducation nationale, la musique est fait partie, c'est-à-dire que les enseignants sont censés leur faire un apprentissage musical en primaire, enfin même en maternelle. Et c'est assez. Enfin, ils ne sont pas forcément formés pour. Enfin, il n'y a pas de. Et ils n'ont pas d'ailleurs, on sait du tout le fait. Voilà, il y a un problème, c'est que. Il n'y a pas de. En fait, je pense que là-dessus, ça dépend vraiment de la volonté d'au-dessus, c'est-à-dire c'est la commune qui a initié ça. Mais en vrai, je pense que. Entre nous, souvent, c'est déjà très compliqué pour les bibliothèques déjà de parler avec les écoles de musique ou les conservatoires. Enfin, il n'y a pas forcément une relation qui se fait. Ça dépend des cas. Mais il y a des fois où moi j'ai déjà eu des bibliothèques
bibliothèque qui était dans le même bâtiment que le conservatoire et il n'y avait même pas l'information qui descendait. Voilà. Ça peut exister. Donc, alors en plus, éducation nationale, c'est très compliqué parce que nous, on a souvent dit qu'il y a une carte à l'anglais ou c'est compliqué avec les choses. Et alors en plus, si on propose quelque chose de nouveau, je pense qu'il faut que ça vienne de la municipalité ou d'un département. Mais déjà, le fait d'avoir appelé des musiciens pour faire des préventions, c'est une super bonne idée. Moi, je trouve. Oui, sachant qu'à terme, c'est moi qui vais faire. Ouais. C'est ça l'idée, c'est qu'après, ce soit vous. Ah, ben oui, là, c'est parce que là, on est ensemble de l'atelier, mais sinon, malheureusement, en bibliothèque, on a peu de budget, et encore moins pour une musique. Je sais pas vous, mais moi, mon budget musique, on me demande de faire plus d'animation, plus de médiation, et j'ai un budget d'achat de CD qui est en train de diminuer. Donc, enfin, il ne faut pas se leurrer, hein. Le bibliothécaire, il devient vraiment animateur, voire musicien, et auteur, ça marche. Alors, c'est vrai que nous, on essaye dans nos animations de mettre de la musique un peu partout, si aussi on fait des lectures pour la jeunesse, on met toujours une ambiance de musique, où on moche la musique qui la relève par contre. Le deuxième axe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le partenariat. Par contre, là, au niveau local, moi j'ai voulu dès l'ouverture aller chercher des partenaires en fait, du quartier, parce que c'est un quartier qui est un peu excentré, où il ne se passe rien, il n'y a pas de salle de concert, il n'y a rien. Nous on a un bel auditorium, on peut faire des choses. Et du coup, je travaille avec les 2 écoles de musique du quartier, et plus sur le conservatoire de Bordeaux. Et on arrive quand même à faire énormément de choses. Là, il va y avoir une institution de stage, par exemple, sur la musique du film de Miyazaki. Ouais. Et du coup, c'est des élèves de l'école de musique, c'est des petits. Et avec ça, moi j'ai fait un blind test sur les films de Miyazaki, par exemple. C'est ce genre de choses qu'on peut faire. Et je fais des scènes musicales amateurs, effectivement, avec notamment un des partenaires qui a ramené beaucoup de monde. C'était du Nirvana, du Chili, tout ça. Mais bon, après, on a d'arrêter les batteries avec les consonants parce que le reste du public est quand même gêné par le coup. Voilà. C'est toujours pareil. C'est quand tu fais une animation en telle journée, un samedi, voilà, il faut faire le soir après l'ouverture. Effectivement, c'est ce qu'on disait ce matin, il faut être dispo, il faut être flexible, et puis il faut connaître son territoire et son public. Parce que le public se déplace le soir dans un endroit où il n'y a rien. Voilà. Et on est en train de découvrir en fait comment ça fonctionne. Mais sans les partenaires, je pense qu'on aurait du mal à ce qu'on parle de nous pour la musique. Parce que les gens ils peuvent être intéressés par des trucs, mais tout ce qui est sieste musicale, tout ça, moi je n'arrive pas à voir énormément de monde. Je ne dépasse pas 13 personnes sur une sieste musicale avec un thème. Il y en a qui font 20, 30, 50. Voilà, une expérience en plateau. C'est déjà bon. Mais on est obligé de faire quand même nous-mêmes. C'est pas dommage. Les mimes et les actions corporelles entre nous, ça va. C'est pas vraiment un jeu du téléphone. Non, mais téléphone, c'est parce qu'il y a plus compliqué. L'accordéon, Léa, de médiathèque de la ville de Massy en Essonne. Alors moi je travaille d'un public qui est isolé socialement de la musique, un peu comme finalement du côté de Pantin, alors que dans le quartier on a un opéra qui est accolé à la médiathèque. On a du partenariat avec le conservatoire dans la musique, avec un intervenant qui vient faire de l'éveil musical de 0 à 9 ans, le mercredi. Il y a plusieurs séances comme ça marche plutôt bien. Et après, sur tout ce qui va être, on propose aussi, le conservatoire va faire des présentations d'instruments pour les familles. Ça marche aussi très bien, ça ne coûte rien puisque c'est le conservatoire, c'est pas mal aussi. Et sinon, pour les classes, moi je propose une découverte de la philharmonie. Oui, ils sont en la philharmonie. On travaille ensemble. Voilà, donc ils ont une découverte quand ils viennent sur leurs accueils de classe, ils ont un accueil en musique et cinéma. Et moi, le but, c'est qu'effectivement, ils ont un accès à la musique, mais pour qu'ils aient un accès à la musique, il faut que moi, j'arrive à toucher les parents
et les enseignants. Sans eux, j'ai aucune chance que ça fonctionne juste avec des enfants. Donc j'invite les parents à venir avec les enseignants le jour de l'accueil. On a une présentation de la Fille harmonie. Et moi, je les fais travailler à partir du CE1 sur la symphonie pastorale de Beethoven, qui est juste l'extrait de La Tempête et qui marche terriblement bien. C'est vraiment top. Alors après, je sais que les enfants ne s'en emparent pas par eux-mêmes, mais les enseignants ont la ressource, ils ont accès gratuitement à la ressource et on s'en empare à l'élève. C'est chouette. Je vous ai vu en fait. Et d'ailleurs, à Massy, vous ne connaissez pas, mais il y a aussi une scène actuelle, de musique actuelle. Oui, Paul Pagard. Voilà, qui marche super bien. Qui marche très bien et avec lesquels on faisait du partenariat pour les primeurs de Massy une fois par an. Donc on allait sur un stand à Paul Pagard, présenter les primeurs de Massy, les gens pouvaient écouter les CD. Et nous, à la médiathèque, on avait un bac avec tous les primeurs et les gens peuvent venir écouter également les CD sur place. Catherine Codan, je travaille à la bibliothèque départementale de Gironde, Biblio-Gironde, je suis responsable du pôle musique. Donc effectivement, c'est une vraie gâchette pôle musique parce que les prêts CD sont clairement en baisse, on nous en ramène énormément toutes les semaines. Donc pour mes collègues de pôle musique, c'est démoralisant parce qu'on fait plus de mise au don ou à la vente qu'autre chose. Sur la partie jeunesse, très clairement, on est en train de s'orienter de moins en moins sur le CD seul, mais effectivement développer les collections de livres CD, parce que là, il y a une plus-value avec les livres, ça sonne bien. Voilà, donc ça change, mais de rien aussi le marché, tout ça, c'est une démarche à avoir. Par rapport à alors, public scolaire, je ne pourrais pas trop en parler. Pour l'instant, on n'a pas trop travaillé là-dessus. On a monté un groupe de travail au sein du Biblio-Gironde pour réfléchir à cette stratégie musique, d'autant plus que dans 2 ans à peu près, nous aurons un nouveau grand bâtiment qui nous permettra de faire plein de choses qu'on ne peut pas faire actuellement. Mais nous avons eu une intervenante, je recommande chaudement aux personnes qui sont dans le coin, qui est Anne Juquel de la compagnie Parfois la Guêpe, qui est sur Pessac et qui est vraiment spécialisée dans l'accueil musique du petit. Bon, elle fait beaucoup autour de la lecture aussi d'albums, elle intervient beaucoup sur les bibliothèques de la région, mais elle nous a permis de porter un regard aussi très différent sur les malles musiques que nous avions l'habitude de prêter. Ces fameuses malles fuseaux notamment, dont on s'est rendu compte qu'elles étaient peu empruntées parce qu'au final, les bibliothécaires, quand elles l'avaient, elles ne savaient pas du tout comment s'en saisir et que l'approche ne devait pas être... en fait, elles se retrouvaient avec tous ces instruments-là et voilà, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et donc on est en train de travailler avec Anne Juquel pour composer ces malles musiques différemment, en y incluant beaucoup cette approche de la comptine et des jeux de doigts, donc en ayant aussi des ouvrages de référence sur ces questions-là, en ayant des marionnettes à doigts qui vont bien avec, tout ce qui permet de scénariser et du coup, et de faire rentrer la musique, mais d'une manière subtile et voilà, de façon à ce qu'elle s'intègre naturellement en prenant en compte l'âge des enfants et leur capacité d'écoute aussi. Donc c'est ce qu'on a actuellement en travail. Il y a la question de l'EAC, ça on s'y penche beaucoup, ça se développe de plus en plus et nous sommes de plus en plus directement concernés par ces questions-là. Donc certainement des partenariats à tisser plus étroits. Nous avons aussi des orchestres de démos chez nous. Et puis de tout ça, il y a des ressources numériques. Vous connaissez la Philharmonie aussi, il y a des ressources numériques. Alors non. Ah bon Alors on n'est pas abonné, non. Mais c'est en réflexion. Ah d'accord. Mais par contre, juste deux choses que je peux vous essayer de... Parce que vous disiez pour la musique, la mener doucement, on est un peu à tatillon. Ça marche très bien pour les publics parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des bibliothèques qui reçoivent des publics parents, enfants, où en fait ils essayent de créer du lien entre les parents et les enfants parce que être parent c'est pas quelque chose d'inné. Et du coup, il y a des bibliothécaires qui deviennent un peu des
la musique peut être pareil à Tatillo, en fait, peut apporter une sorte de relation avec les parents, mais c'est pareil, c'est très discret en fait. Et je sais qu'il y a des bibliothèques qui ont demandé notamment des ressources musique, des CD, des contenus plus que de la littérature en fait, et pour créer ce lien avec les parents-enfants, parce que pareil, tout ce qui est les jeux de doigts et tout, c'est des choses où il n'y a pas forcément besoin de parler avec l'enfant pour faire passer un message ou pour communiquer avec son enfant. Et les bibliothèques qui s'emparent de ce sujet, surtout qu'on demande de le faire, je sais pas si. Mais voilà. C'est la parentalité. Il y a des municipalités qui le traitent et qui travaillent sur ce sujet-là. Et quand je me dis, ça peut être quelque chose c'est pas la vous savez, par rapport aux subventions. C'est pas une subvention culturelle, c'est pas la mairie, le département culturel s'en occupe, c'est la vie sociale. Donc c'est une autre moyen ça permet d'avoir plus de subventions pour aussi avoir des moyens pour faire ce genre d'atelier en fait. C'est juste pas sur la direction culturelle, direction sociale. Et je sais pas s'il y en a qui font ça d'ailleurs, les parents, personne fait appel les parents. Si, il y a des plans de mais oui. il n'y a pas de musique. Il y a pas de musique. Il y a des jeux parcours un peu psychologiques ou des thèmes. Ouais. Comment les parents gèrent les écrans tout petits, voilà, ce genre de choses. Ouais. Et puis pas de musique. La musique, c'est la thèse de l'art, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Alors Isabelle, ravie de vous accueillir dans ma belle ville, qui est Limoges. Merci. Je fais partie de la team justement, voilà, on s'était présenté avec d'autres collègues. Moi je travaille à la bibliothèque du Conservatoire de Limoges. Donc c'est une belle structure, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez entendu déjà parler. On est installé dans de beaux locaux, on s'est agrandi de 3800 m² il y a déjà plusieurs années. Donc voilà, on fait principalement du montage d'animation pour les primaires, puisqu'on reçoit du jeune public. Prioritairement, bien sûr, les classes à horaires aménagés musique. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. En fait, ce sont des classes primaires qui ont le privilège d'être dispensées d'un enseignement musical sur leur temps scolaire. Donc ils sont pas mal nombreux, ça représente à peu près 2 belles classes entières, à peu près 60 élèves, du CE1 donc au CM2. Alors l'objectif final, c'est bien sûr de développer, d'être partenaire ou acteur du moins de l'éducation artistique et culturelle. Donc on leur propose moult choses, en lien bien sûr avec la musique. Donc pour les petits CE1 qui eux démarrent juste, il va y avoir bien sûr la présentation d'instruments de musique en lien avec l'équipe de la musique du conservatoire. Donc ça va se dérouler sous la forme d'ateliers, basés en gros sur un calendrier annuel. Donc ils viennent tous les vendredis après-midi au conservatoire, ils se déplacent d'atelier en atelier dans le but de faire un futur choix instrumental et d'intégrer vraiment les classes CHAM à partir du CE2. Donc là, c'est un véritable challenge parce que dès qu'ils intègrent les CHAM, je dirais que c'est vraiment jusqu'en fin de collège, voire les années prémices du lycée. Donc le montage d'animation pour les plus petits, donc les CE1, c'est principalement la découverte des compositeurs classiques ou de périodes, je dirais, plus ciblées dans l'histoire de la musique. On est passé par Pierre et Leloup, l'incontournable, qui plaît bien évidemment. Après, on aborde tout ça avec différentes ressources en lien avec le fonds documentaire de notre bibliothèque, puisque les ateliers ont vraiment lieu au sein même de la bibliothèque, ce qui implique une fermeture au public, bien évidemment. Écoutez, ça a été un challenge, mais voilà, il y a de très très beaux résultats. Alors il faut savoir que pour intégrer les classes CHAM, ça ne se fait pas de manière anodine. Ce sont des élèves très motivés, avec des connaissances quand même musicales à la base plutôt solides, issus de tout milieu, je dirais, favorisés ou même défavorisés.
d'autres médiathèques de conservatoire. C'est super parce que souvent les médiathèques du conservatoire, elles n'accueillent pas des groupes. Parfois, elle a juste un centre de documentation. Oui, je sais. Alors nous, bravo, parce que à Limoges, ça fait des années que ça existe, hein, depuis que les classes CHAD ont été créées. Il faut savoir qu'il y a eu aussi un département CHAD pour la danse, qui vient donc se rajouter au CHAM. Donc ça, c'est super. L'effectif enfle d'une année sur l'autre. Donc voilà. Et on a le privilège d'être un bâtiment donc, qui jouxte l'Opéra-Théâtre de Limoges. Je ne sais pas si certains se sont positionnés sur les visites organisées demain à partir de 16h. Il y a différents sites de rendez-vous concernant ces visites et l'Opéra-Théâtre donc en fait partie. Ce sont des petits groupes, hein, parce qu'on a sollicité Anne Torres, donc, qui est régisseuse de la salle et qui aura le plaisir de vous accompagner tout au long de la visite et de vous faire découvrir ce beau bâtiment. Alors, autre chose que je n'ai pas dit, nous sommes en partenariat avec la Bibliothèque francophone multimédia, où on vous accueille aujourd'hui. Nous partageons le même logiciel informatique et voilà, il nous arrive par le biais de la navette de faire venir certains documents que nous n'aurions pas en vue de faire du montage d'animation. Donc ça c'est super parce que vraiment on travaille en collaboration, il y a toute une médiation qui est constituée autour de ça et voilà, on bénéficie de beaux lieux, de belles ressources et ça perdure. Je travaille avec des centres de documentation soit en conservatoire et Dites-leur de venir nous voir, on peut échanger sur ce qui peut être fait en effet. Merci. Excuse-moi, j'ai une question. Tu as parlé des CE1 des peurs compositeurs classiques. Après les autres niveaux, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces animations? Alors, les CE1, moi je pars du principe qu'on ne peut pas établir une discussion sans faire découvrir d'abord les lieux. Donc avant de parler du montage d'animation, les petits CE1 que l'on aura sur vendredi après-midi vont principalement découvrir la bibliothèque. Donc les différents rayonnages, les principes de classement, des documents, dire pourquoi on est médiathèque, enfin bon, ça va être sous la forme d'échange en fait entre bibliothécaires et petits CE1. Et ensuite, là, on va pouvoir réellement aborder la découverte des compositeurs. Prokofiev notamment, bon voilà, il y en a plein d'autres. Et pour les grands, CM1, CM2, parce qu'on essaie d'adapter en fait nos animations en fonction de leur catégorie d'âge. Hein, voilà, les niveaux de compréhension ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Donc là, actuellement, on est en train de travailler la période romantique avec Schubert. Donc on aborde la composition d'un lit, de savoir comment c'est fait, voilà. Et puis on illustre tout ça sous forme de projection avec un joli vidéoprojecteur qu'on a réussi à avoir depuis pas mal de temps. On illustre ça par voilà, de beaux tableaux de Marguerite Orouet, notamment un des grands de Schubert. Mais ça se fait principalement sous la forme d'échange, savoir ce qu'eux déjà connaissent de la vie du compositeur, puis ensuite l'illustrer réellement avec des choses que l'on a en fond documentaire. Alors c'est tout support, hein, DVD, CD, et tout ça demande énormément de temps, hein, parce que le montage d'animation ne se fait pas de manière inopinée. On est obligé vraiment de savoir où on va, en fonction de la période abordée. Alors ce qu'on fait, pour les plus petits, moi j'aime bien me servir de la collection Gallimard à la découverte des compositeurs, parce que c'est super bien fait. Donc on leur fait d'abord écouter le CD, on fait des arrêts sur écoute, je dirais, non pas sur l'image mais sur écoute. Et puis voilà, on essaie de monter des petits quiz, leur dire qu'est-ce que voilà, vous avez retenu de l'écoute, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué plus que d'autres, qu'est-ce que vous retenez de tout ça. Alors ça se fait de manière simple avec les plus petits, mais par contre, voilà, les plus grands, on est obligé vraiment d'adapter. Et le challenge, c'est vraiment d'aborder différentes périodes d'histoire de la musique. Donc voilà, on cède aussi des frises chronologiques fuseaux, on les porte
portraits des compositeurs ne sont pas franchement réalistes, mais bon, voilà, on arrive à cibler l'histoire, la période du moment chronologique de la musique que l'on veut aborder. Et le fait d'avoir beaucoup de support, c'est vrai que ça aide. Je veux dire, au niveau du montage d'animation, si on n'a pas ce qu'il faut, ça bloque un peu. Je reprends. Mais en musique traditionnelle, ça marche aussi. De faire découvrir les instruments. Surtout en musique traditionnelle, ce qui est pas mal, c'est de rattacher à ce qui se fait aujourd'hui. Par exemple, ce matin, ils ont parlé du flamenco. Il est là dessus, mais le flamenco, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, c'est limite revenu à la mode via une artiste, Rosalia, qui reprend le flamenco traditionnel pur. Donc, il faut du coup avoir des flamenco, et elle le met à la sauce 2022. Mais nous, par exemple, on avait travaillé sur la fugue shakuhachi. La fugue shakuhachi, c'est une flûte japonaise, en fait, mais elle permet d'atteindre un niveau de méditation, le dernier niveau possible, et donc on est un top. Et en fait, ça permet de découvrir la fugue shakuhachi, donc un instrument qui est peu connu, mais, alors, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ce que Naruto utilise comme son pour se transformer en Super Naruto. Alors, je pense qu'il y a un autre nom, désolé pour ceux qui sont pas là, voilà. Mais ouais, Naruto se transforme en Super Naruto et lors de sa transformation, il y a une fugue shakuhachi. Et la fugue shakuhachi, du coup, ça permet de découvrir un instrument, de faire écouter, de faire découvrir une culture. Donc c'est comme pour ce que vous faites aussi avec la musique classique occidentale. Mais la musique traditionnelle, ça marche. Enfin, franchement, c'est assez top, on peut le faire aussi, quoi. Cette flûte était aussi utilisée comme arme de guerre, en fait. C'était Oui. les moines militants qui l'utilisaient avec un chapeau. Oui, totalement, voilà. Et ils s'en c'est servaient aussi pour se défendre, pour se battre, parce que c'est taillé dans du bambou avec une racine assez dure au bout. Et donc ça pouvait servir aussi d'arme de défense. Oui, totalement. Et puis c'est réutilisé dans les jeux vidéo aussi, dans d'autres mangas plus, alors, enfin, j'ai pas envie de dire plus féminin, mais dans des histoires d'amour. Donc, vous savez, ici il y a Tamara et puis il y a une petite balade. et sur YouTube, si vous tapez fugue shakuhachi, vous reverrez des reprises de morceaux actuels en fugue shakuhachi par des moines bouddhistes. Enfin, c'est assez marrant. Et chez les jeunes, le Japon, c'est très à la mode. Ça fait partie vraiment des 3 instruments de musique traditionnelle japonais repris par les jeunes. J'ai l'impression parce qu'il faut que je l'écrive bien. Avec le koto et le shamisen. Les ados ont souvent tendance à savoir tout. Vous savez, enfin, je pense que vous avez peut-être des ados aussi à la maison, mais ils savent toujours tout. Sur tout. Et alors là-dessus, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas forcément censés le savoir. Et donc c'est plutôt pas mal de leur dire qu'ils ne savent pas. Shakuhachi. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Et je suis très fière parce qu'on est le 2e résultat sur Google, donc vous pourrez du coup tomber sur notre page. Hop, voilà. Fugue shakuhachi. Et c'est un ice. Mais voilà, pour les ados, c'est super. Et nous, avec les enfants plus petits, mais peut-être que vous savez déjà, il y a la kora, qui est l'instrument des griots, qui était, on peut les comparer aux troubadours du Moyen-Âge en France. Et c'est super aussi pour les ateliers avec les enfants, parce que les contes des griots, je pense que vous avez plein d'ouvrages en médiathèque là-dessus. Et donc pour un instrument aussi que vous pouvez associer en musique traditionnelle, la kora. Mais c'est plus l'Afrique de l'Ouest, la kora, c'est pas... Alors moi c'est Romain, je viens de la médiathèque de Vernon dans l'Eure, en Normandie. Oui. Alors on essaye de faire pas mal de choses autour des scolaires et de la jeunesse. C'est une volonté déjà d'attirer le public qui vient pas en médiathèque, je pense. On a tous le même problème, c'est de faire venir les ados, c'est vraiment un casse-tête. Donc pour l'instant on attire surtout les scolaires. Scolaires principalement, aussi bien primaire que collège. Avec les primaires, par exemple, on a mis en place le parcours des arts. En fait, c'est un parcours, c'est en partenariat avec un conservatoire, un musée et la bibliothèque. Et l'idée, c'est que la classe va aller de lieu culturel en lieu culturel avec des ateliers dans chaque lieu, autour de la musique, principalement.
Donc nous, par exemple, alors au conservatoire, ils découvrent des instruments, des choses comme ça. Et chez nous, on a fait des ateliers où on fait rencontrer le cinéma et la musique. On passe par exemple un court-métrage sans musique, on demande quelle musique ils aimeraient mettre sur ces images. Et puis ensuite on met une première bande-son, une première musique classique par exemple. On demande leur avis, qu'est-ce que ça leur évoque, etc. Ensuite de la musique électro. Voilà, on essaie de leur faire comprendre l'importance de la musique et par rapport aux images, par rapport à des courts-métrages et à des films. Donc ça marche super bien. C'est plutôt un franc succès. Et puis, autre chose, on a également, alors oui, j'organise des siestes musicales plutôt pour des publics adultes. Alors, je disais, c'était 13 ou 14 personnes. Bon, j'arrive à ce niveau-là aussi. Bon, après, on n'a pas des locaux démesurés pour pouvoir accueillir plus de monde, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Et en fait, il y a eu un écho avec ces siestes musicales-là, puisqu'une professeure de collège qui travaille sur la santé et le bien-être avec ses élèves a fait une enquête avec les élèves et il s'est avéré que la musique pour les collégiens était un des éléments de bien-être pour eux. Et du coup, ils ont eu l'idée d'organiser leur propre sieste musicale. Et du coup, je travaille avec ces classes-là pour leur faire découvrir le travail de préparation d'une sieste musicale, quelle thématique choisir, comment sélectionner les morceaux, etc. Et donc voilà, pour l'instant c'est un peu ce que je fais au niveau des scolaires. Pour les jeunes aussi ados, on n'en a pas parlé, mais il y a le Pass Culture. Est-ce que vous... Ouais, alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, le Pass Culture, c'est l'application du gouvernement. C'est à partir de 16 ans, depuis le mois de janvier, je crois. 15-16 ans. Et ça permet en fait aux institutions culturelles, et même aux bibliothèques d'ailleurs notamment. Je sais qu'il y a eu une présentation via la CIM en Zoom. Et donc, alors pour vous, concrètement, ce que vous pouvez faire avec le Pass Culture, d'une part, vous pouvez mettre en valeur vos fonds. Alors déjà, l'établissement, déjà de base. Vous pouvez mettre en valeur l'établissement parce que c'est une application qui est géolocalisée. Donc si un jeune vit près de la médiathèque, vous serez dans ce qui verra le plus en fait. Le poids de l'information qui arrive aux jeunes, c'est la source culturelle la plus proche de chez lui. Voilà. Donc ça c'est déjà bien pour mettre en avant la bibliothèque. La deuxième chose, c'est que vous pouvez mettre en avant les fonds de la médiathèque, notamment s'il y a des choses autour de la musique et du cinéma. Ça peut être une sélection bibliographique ou discographique. Et un événement aussi, parce que maintenant je sais qu'il y a l'option scolaire, donc vous pouvez mettre en avant une sorte d'atelier scolaire pour ces ados-là. En fait ça devient limite un réseau social en plus pour mettre en avant quelque chose pour eux, sachant que eux ils vont y aller dans tous les cas parce qu'ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent à peu près 500 € je crois. Voilà. Enfin, faudrait revoir parce qu'avant c'était 500 € l'année de leurs 18 ans, donc maintenant à 16 ans je sais pas combien ils reçoivent, mais... C'est 20 € 16, 30 à 17 et 300 à 18. Voilà. Donc ça peut être pas mal aussi si vous essayez de toucher... Après, nous, au niveau de la direction, nous incite à aller vers les musiques actuelles, par exemple. Je ne sais pas, la MAO, la musique par ordinateur. Mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait se concrétiser, moi n'ayant pas de formation dans le domaine. Ça paraît... partenariat ou des applications. Alors, Google a fait pas mal de choses. Donc limite des ateliers sur tablette ou sur outils numériques où ils pourraient pratiquer par eux-mêmes des choses. Matin, justement, un des intervenants parlait de Just Dance, par exemple, mais l'autre logiciel, je ne sais plus, c'était quoi? Rocksmith. Alors ça, je ne connaissais pas, peut-être je vais essayer de voir mais Google fait plein de choses et dans tous les cas, on peut toujours associer tout ce qui est code informatique et musique. Ça peut dans tout l'apprentissage du code en ligne, il y a souvent des choses autour de la musique parce que très vite, on se rend compte que coder peut permettre de créer une œuvre musicale en fait. Voilà. Donc, je sais que Google l'a fait pas mal et si vous tapez codage musique, il y aura plein d'idées d'activités ou d'applications qui le font.
Voilà. Et une sieste musicale, concrètement, ça ressemble à quoi? Les transats. Avoir des pistes. Et avoir quelque chose à écouter pendant longtemps, parce qu'il ne faut pas refaire la piste toutes les 20 minutes. Le but, c'est de... Bon, à la base, c'était surtout ciblé sur des adultes qui avaient envie d'une parenthèse un peu dans leur journée, qui viennent, voilà, ils ne pensent à rien, ils s'allongent, ils ferment les yeux, ils se détendent. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une thématique assez forte sur la sieste musicale. Par exemple, voix de folk anglaise, par exemple, et on va faire une sélection de folk autour de ça. La dernière que j'ai faite, par exemple, c'était musique électro, DJ français contemporain. Voilà, donc c'est bien parce que, alors déjà, ça fait parler de notre fond, parce que généralement, la sélection, c'est des CD qu'on a aussi, nous, dans la bibliothèque. Donc ils peuvent après partir avec le CD pour chez eux. Et puis ça fait découvrir des artistes, ils découvrent plein de choses, en même temps ils se détendent. Donc, voilà. Bon, enfin, c'est une formule qui marche plutôt bien. Alors je ne sais pas, j'ai peut-être un public un peu spécifique, mais je pense que ça marche. Non, ça marche. Et même nous, à la Philharmonie, on l'a même fait en événement payant. Par exemple, tout ce qui est Pierre-Henry, Eric Satie, même la musique concrète, musique minimaliste en sieste musicale. Alors là, par contre, on attend aussi un autre public un peu. Voilà. Mais il y a déjà eu des nuits à la Philharmonie, c'est la nuit, et voilà, où les gens s'allongent. Il y a des gens qui passent avec des lampions. Vous pouvez regarder, il y a des choses. Comment vous avez à Bordeaux le Rocher de Palmer. Il y a la cabane du monde qui est animée par Patrick Labesse et il fait des siestes musicales dont la plupart sont en podcast sur le site La Cabane du Monde du Rocher de Palmer. Patrick Labesse, pour rappel, il fait des critiques musicales pour le monde, sur les musiques du monde, et c'est un ancien discothécaire. Oui. Il y a beaucoup de... Patrick Labesse, L-A-B-E, de choses. S-E, et c'est La Cabane du Monde au Rocher de Palmer. Mais musique minimaliste, ça marche aussi. Tout marche en vrai. Je suis sûre que métal, sieste musicale métal, en vrai. On peut trouver des trucs. Et la Fuk Shakoshi, ça permet aussi la relaxation d'ailleurs. Enfin... Alors, Renaud Mater de la Médiathèque Malraux Strasbourg. Donc, je m'occupe de l'atelier sonore de la médiathèque, le Jam Tish, que je présente demain à la post-station. Et du coup, je fais une application pour les 8-12 ans. Donc, c'est plus technique, on parle du son, et notamment comment le son devient électrique. Donc, c'est une succession de petites activités, d'expériences. Et donc, je les amène à comprendre un petit peu ça. Et puis ensuite, on pratique, on exploite l'électricité sonore d'un point de vue plus musical, avec des petits instruments, type petits sampleurs, boîte à rythme, petits synthés. Et vous avez été formé pour ça, enfin pardon, mais vous avez, c'est quelque chose que vous aimez ou que vous avez été formé? Oui, j'aime bien ça. Et puis j'aime bien l'animation aussi, en général. Et du coup, j'ai monté ça petit à petit. C'est un truc expérimental en fait, qui est venu depuis que je l'ai monté il y a 3 ans. Et du coup, c'est plaisant pour les enfants et pour moi aussi. Ouais. Bravo. Bonjour, Pauline, moi je travaille pour le réseau des médiathèques de Grossi le Bourget. Je viens pour mon poste il y a quelques semaines, donc je viens pour des idées. Et je suis essentiellement là pour ça. Je sais que la section musicale a fait des accueils de classe et il y a aussi un partenariat avec les Philharmonie. Oui. Et voilà, à l'aube d'un modèle musical chaud. Oui, vous venez prendre les idées. Donc bonjour, je m'appelle Eva, j'appartiens au réseau des bibliothèques de Toulouse. Alors, les bibliothèques de Toulouse, c'est une médiathèque centrale, la médiathèque José Cabanis, accompagnée de 20 bibliothèques de quartier. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai travaillé pendant 15 ans en musique, même 17 ans en musique à Cabanis, donc spécifiquement en musique, et que je me retrouve depuis 2020 responsable de littérature jeunesse dans une bibliothèque de quartier. Donc, a priori, pas grand chose à voir, mais vous me direz, oui, la transition, elle peut être bien, justement, puisque j'ai fait les deux. Et bien non, pas vraiment, parce que à Cabanis, on a des moyens, on a des budgets, des moyens personnels, des capacités d'accueil,
grosse machine comme on. Et les bibliothèques de quartier, ben, c'est différent. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut faire en jeunesse en musique sur une grosse bibliothèque qu'on peut moins faire sur une petite structure. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est heure du conte, musical, événement musical, tout ça, on fait pas de problème. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est ce qu'on a mis en place quand j'étais en musique à l'intention des enfants. Alors, on a été une des premières bibliothèques à faire l'acquisition d'instruments de musique. Et on a monté notre music box il y a quelques années. Et on s'est aperçu en fait que lors de l'implémentation de cette music box, de l'empreinte de la consultation sur place d'instruments de musique et de l'empreinte d'instruments de musique, il n'y avait pas que des adultes, il n'y avait pas que des musiciens aguerris, bien au contraire, parce que c'était une pièce qui était dédiée à la partie musicale amateur, et que on avait des petits curieux qui venaient, qui rentraient dans la music box, des enfants, alors des petits avec les parents, donc c'était chouette parce que ça faisait des intergénérationnel. Et puis on avait aussi pas mal d'ados ou jeunes ados qui arrivaient pour essayer des instruments pour rigoler, quoi, et puis aussi pour faire de la FAO, la fameuse que vous voulez monter. Mais bon, en fait, nous on s'est pas tellement pris la tête sur ça. Hein. On a utilisé des logiciels de référence sur la MAO, on a vu du GarageBand aussi. Et on laissait des usagers en toute autonomie sur ça. Dès le départ, il y avait une music box on l'a positionné comme ça. Ouais, d'accord. Voilà. On a intégré la MAO à l'intérieur, en même temps que les autres instruments. Donc du coup, on a pensé que au-delà de l'usage que pouvaient faire les enfants avec les parents et les ados des instruments de musique et de la MAO, ça serait sympa de travailler avec les scolaires et de faire ce qu'on a appelé la fabrique de la musique. Alors évidemment, on a l'équipe de musique, le cabaniste, nous avons beaucoup de musiciens, de gens qui s'y connaissent, qui ont une certaine connaissance de l'évolution musicale. Et la fabrique de la musique, en fait, ça nous permettait de créer des partenariats avec des scolaires, avec des écoles. Qui était quand même plutôt, je pense que c'était plutôt du central, les écoles qu'on avait sur la médiathèque. J'espère qu'ils sont un peu plus déployés aujourd'hui. Mais pour le coup, on les faisait venir sur une après-midi et puis on leur expliquait l'évolution de la musique de la musique classique jusqu'à l'utilisation des samples dans la musique d'aujourd'hui. On avait notamment utilisé le morceau de Rihanna, Please Don't Stop the Music, pour faire écho à ce qu'on disait. Et on faisait faire de la découverte d'instruments de musique sur place, dont le thérémine. Voilà, je ne sais pas si ça peut être utilisé que ça de fait. Donc on en a racheté un qui était spécifique à cet atelier-là et un autre qu'on a mis dans l'espace public à l'usage du tout public. Voilà, on a fait ça. Parallèlement à ça, comme on montait des karaokés pour les adultes, j'ai dit tiens, on monte des karaokés pour les enfants. Voilà, donc on l'a fait à l'occasion de la nuit de la lecture, la bibliothèque d'études du patrimoine. Et puis après, ça s'est répercuté, déployé sur l'ensemble du réseau. Parce qu'un karaoké, à part les droits de SACEM, ça ne coûte pas cher. On fait quoi. Voilà. Puis c'est le truc clé en main qu'on a constitué au fil des années. Voilà pour l'essentiel. Et donc du coup, moi maintenant qui me retrouve avec mes deux clos dans la bibliothèque de quartier, je venais aussi glaner des idées plus de proximité que ce que moi je connais et ce que j'entends partout. Voilà. Il y a des orchestres d'Emos, enfin, ça peut être comme à Pau. Oui. Enfin, je fais le lien avec l'idée de. Parce que je sais que. Et on utilise aussi la Philharmonie. Oui, Toulouse. Ah oui. Bonjour, moi je suis Marie-Lucille et je ne travaille pas pour une médiathèque. Je suis chargée de projet chez Dynamo. Okay. On est basé à Lille, mais on travaille dans les musiques actuelles et dans les médiathèques de la région de France. On
faire des ateliers, des rencontres autour des musiques actuelles, donc dans les médiathèques de la région. On travaille beaucoup avec les médiathèques départementales, c'est un peu pareil, on est arrivé là depuis des années. Et du coup, on a à peu près 120 événements par an dans les médiathèques, que ce soit pour des adultes, parce qu'on fait des concerts de hip-hop, d'électro, de rock, vraiment de tout, toujours sur des créations originales. On fait aussi des ateliers pour les enfants et des ateliers qui peuvent être aussi surtout intergénérationnels, toujours sur le thème de la musique, mais on a des ateliers percussion corporelle, on fait des ateliers de fabrication de sifflets en céramique qui peuvent être faits entre parents-enfants. On a des ateliers MAO, on a des ateliers DJing, on c'est de la coopération, on travaille aussi avec d'autres structures de la région pour pouvoir proposer ça. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir proposer des choses qui sont clés en main et adaptées pour la médiathèque. On vient avec tout, comme pour les concerts, on vient avec la petite sono qui va bien, on travaille ça en amont avec les groupes. Et du coup, ça fonctionne très bien, puisque ça fait 10 ans et que au tout départ, on avait 5 dates sur le département du Nord, et maintenant on est sur beaucoup plus de départements. Et sur le montage vraiment du projet pour les médiathèques, on travaille aussi bien avec des médiathèques qui sont gérées par les mairies, mais ça passe aussi par des réseaux de lecture publique, ça passe par des communautés de communes, ça passe par des associations relais sur les territoires, ça passe aussi par les salles culturelles qui prennent en charge les choses pour la médiathèque d'à côté. Et du coup, le message en gros, après tout ce que j'ai entendu là, c'est de surtout pas hésiter à aller voir les structures en fait, qui sont autour et qui peuvent des fois aider, prendre en charge, monter une action commune et ça crée de belles choses. On a des moments, c'est un projet qui nous fait beaucoup de bien humainement et ça donne des moments qui sont très chouettes, des moments qui sont bien pour les grands, pour les petits. Après les concerts, il y a toujours un pot organisé avec le public pour pouvoir rencontrer les artistes, ça donne des moments d'échange qui sont chouettes, il y a les enfants qui montent derrière la batterie et puis ils prennent la petite photo et ils repartent avec une idée qui va bien, et ils ont un vrai souvenir d'un moment vécu et du coup ça fait aussi pour un public qui ne va pas habituellement en médiathèque, ça fait découvrir le lieu via les concerts, les animations et en même temps nous ça nous permet le public de rencontrer les groupes de la région. C'est vrai qu'il y a plein d'associations qui font des choses. J'ai un collègue, donc maintenant l'association elle est terminée pour lui parce qu'il nous a rejoint, mais il faisait pas mal de choses avec les fruits comme vecteur de musique. Voilà, c'est ça. Mais ça, oui, je pense que localement, il doit y avoir plein de choses en région via, comme on a vu ce matin, les associations de musique actuelles. Ça, c'est vraiment des mines. Et il y a des ateliers aussi avec du matériel de recyclage, de récupération, comment on arrive à faire vibrer une corde avec une corde en boîte de conserve. Ça manque aussi de bien un son, il y a pas mal de choses qui, je pense, peuvent être faites. Et je suis pratiquement sûre qu'il y a des structures et des petites personnes qui se cachent et qui peuvent aider là-dessus. Le classique, c'est la bouteille d'eau avec, vous savez, les cailloux dedans. Enfin, je sais pas ce que... Grand classique. Rien avec les monuments autour. Ça doit, rien avec musique Renaissance. Avec les parcours EAC, peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez... C'est parce qu'on a reçu plein de CD Renaissance, nous, à la Philharmonie de Paris, et du coup, j'en ai pris pour chez moi. C'est pas mal, la musique d'Hermès. Anne Merlet, moi je travaille pour la médiathèque de Châteauroux.
Ouais. Dans le même cas que ma collègue de droite, je suis très fraîchement arrivée sur le poste, donc j'ai pas d'expérience à partager l'année prochaine, j'espère. Ça donne envie. Et Châteauroux, c'est quelle région? C'est la région centre, c'est le département de l'Ain. Oui. Vous n'arrivez pas juste à passer juste à côté. Oui, on est passé par Châteauroux. Ok, région Châteauroux. Ok. Bonjour, Rémi Lecomte, de la bibliothèque de Tours. À l'origine, vous êtes inscrit à l'atelier de bibliothèque musicale de l'université, donc je suis venu ici pour découvrir, donc je n'ai pas non plus grand chose à vous apporter, je pense. Je vais juste vous faire le récit bref de ce qui se fait à Tours, selon mes connaissances. On a à peu près, je pense, tout cité, c'est juste les termes qui diffèrent peut-être un peu. Les siestes musicales, par exemple, on appelle ça les écoutes dans le noir, mais ça revient exactement à la même chose, c'est juste qu'on est plongé dans le noir sur un trampoline, donc c'est exactement pareil. Ensuite, on fait des accueils de clubs, donc spécifiquement musique, sur 5-6 thématiques donc différentes, sur les instruments de musique du monde. Donc, on a parlé de certains, donc musique chinois, etc., histoire de travailler la géographie, sur les grands genres musicaux, sur l'histoire des supports musicaux, donc en montrant phonographe, gramophone, lecteur CD, en faisant manipuler si possible les enfants. Donc, ça permet aussi par exemple de se rendre compte de choses toutes bêtes, mais la différence entre un 78 tours par exemple et les disques vinyles 45 tours et 33 tours qui ne sont pas du tout faits avec la même matière et qui sont beaucoup plus lourds. Des choses, si on fait juste les voir, en fait on ne s'en rend pas compte, mais les manipuler, ça permet vraiment de se rendre compte qu'en fait il y a une grande différence entre les supports. Il y a d'autres animations, je ne sais pas trop, mais autour de Disney par exemple, des choses assez classiques, sur les émotions également, les 5-6 émotions principales en lien avec la musique. Donc en mélangeant à chaque fois le pédagogique et le ludique, avec des jeux souvent à la fin de la séance, après l'épisode pédagogique. Et en vous écoutant les uns et les autres, tout à l'heure j'ai pensé à une technique musicale, je ne sais pas si vous connaissez, le sound painting, vous avez peut-être déjà entendu, la peinture sonore, c'est un jeu de mots à partir de soundscape, qui est paysage, et donc sound painting, peinture avec le son, et ça peut être pas mal peut-être avec les mâles d'instruments par exemple, pour comment les utiliser et faire interagir les enfants avec ça. Donc ça consiste à se placer en position de chef d'orchestre, à avoir quelques gestes codifiés, donc là il faut peut-être simplifier au maximum les gestes, par exemple une tenue, donc un son de tenue, l'aigu, le grave, donc c'est un vocabulaire en fait à partir de simples gestes, et chacun va passer au rôle de chef tour à tour, et les enfants devant, soit auront des instruments s'ils ne sont pas à l'aise avec la voix, soit peuvent chanter, soit peuvent aussi interagir avec de la danse ou avec d'autres éléments, et ça permet de les faire s'exprimer sans passer par le biais de la parole. Donc, qui peut être un outil aussi, je pense, assez intéressant à utiliser avec des enfants. Moi, je l'ai testé avec des collégiens, mais jamais fait avec les jeunes. La petite chose, juste pour Disney, moi j'ai déjà eu la demande de faire d'un conservateur qui voulait faire un ciné-concert avec Fantasia, parce que nous on l'avait fait, donc ils se demandaient si c'était possible. Disney, le problème c'est les droits. Ça coûte très très cher, mais entre nous il y a plein de choses de cinéma pour enfants qui existent en France où ça coûte beaucoup moins cher, des courts-métrages, voilà. Je sais que Disney, on aimerait tous pouvoir faire des ciné-concerts avec Disney, mais c'est très très cher. Mais sincèrement, regardez tout ce qui se fait en animation pour les enfants en France. Et là, franchement, il y a quelque chose à faire. Comme je crois que c'était en Normandie où vous faisiez avec de l'image et de la musique, avec des sortes de films d'animation, des courts-métrages. Peut-être que vous pouvez le faire aussi, parce qu'on pense souvent à Disney, mais en fait, il y a plein de choses moins chères. Alors, Christophe Bariol, je travaille en médiathèque départementale sur le Chlore.
donc sur un territoire très rural aussi. La première personne qui a parlé, puisqu'on a de nombreuses communes, pas énormément d'habitants. Nous, du coup, on est là Alors, moi, déjà, ça fait un an, un peu plus d'un an, où je découvre le métier de bibliothèque au sein de cette médiathèque départementale. Donc, déjà, excusez-moi si je n'emploie pas toujours le bon vocabulaire, mais voilà, je vais essayer quand même de vous présenter un peu ce qu'on met en place. Du coup, il y a différentes animations en fait, qu'on propose sur l'ensemble des bibliothèques du réseau, sur notre territoire, pour les soutenir dans les médiations. Donc il y a de l'éveil musical, donc là on travaille avec une duniste, donc une intervenante à l'école de musique qui s'est également montée en auto-entrepreneuse. Donc là on travaille vraiment auprès du public petite enfance, on va dire crèche et réseau d'assistants maternels. Donc elle propose en fait, en général on propose une succession de 5 séances pour qu'il y ait une régularité comme ça qui s'installe en fait toutes les semaines, il me semble, voilà. Et où donc on accueille effectivement les bibliothèques peuvent accueillir donc des professionnels de crèche, des réseaux d'assistantes maternelles, donc des assistantes maternelles, mais aussi c'est ouvert aux parents qui peuvent venir avec leurs enfants. Donc du coup on essaie de travailler à la fois avec public adulte qui s'occupe des acquis d'enfance et les parents aussi. Voilà. Donc ça c'est une des propositions. Qu'est-ce qu'on met en place? Des ateliers de découverte d'instruments de musique. Là on travaille notamment avec un luthier qui fabrique des didgeridoo. Donc il y a eu un atelier qui a eu lieu un samedi dernier dans une petite commune. Et là aussi l'intérêt c'est que c'est un peu pas transgénérationnel, n'exagérons rien, mais en tout cas il y a des publics adultes et il y a eu quelques ados qui ont participé sur ce temps-là, donc ça permet aussi de rencontre, enfin dans la rencontre c'est plutôt intéressant. Voilà, et donc aussi la chance qu'on a, j'ai l'impression, en discutant un peu avec différentes personnes là, en médiathèque départementale, c'est qu'on a toujours, nous, le musibus. Donc on part toujours un peu dans les communes pour amener des CD, même si voilà, des fois on en prend un peu moins, mais du coup ça a donné lieu à des animations, à une animation notamment sympathique l'année dernière, dans une petite commune de 300 habitants. L'école travaillait, enfin l'équipe pédagogique d'une école de cette commune avait travaillé sur le continent africain. Donc moi là-dessus je suis venu me garer avec mon musibus, dans la cour de récré de l'école, avec visite donc, du musibus, voilà. Et derrière une petite sensibilisation sur les musiques africaines, voilà, toute l'Afrique. Et voilà, donc ça a donné lieu un peu à des échanges avec les enfants et voir ce qu'ils entendaient, ce qu'ils reconnaissaient comme instrument de musique, ce qu'ils ne reconnaissaient pas, voilà, ça a permis de voir un petit peu. Du coup, après, ils ont pu emprunter un certain nombre de disques. Et à la suite de ce temps-là, il y avait un petit concert avec un groupe de percussionnistes africains. Et en plus, on avait réussi à mobiliser l'APE de l'association des parents d'élèves pour préparer un petit goûter spécial Afrique. Donc ça s'était inscrit dans une continuité, donc c'est plutôt chouette quand on arrive à monter des petites choses comme ça. Et cette année, ça va se reconduire dans une autre commune, et plus sur la musique classique, puisqu'on va faire venir un quatuor à cordes. Et donc l'équipe pédagogique a un projet pour travailler autour de tout ça. Donc pareil, le musicus va venir se garer dans le cours et on va retravailler là-dessus. Voilà un peu rapidement. Une question, c'est vous qui prenez en charge les ateliers, je pense par exemple à la découverte d'instruments, le luthier, c'est la bibliothèque départementale qui paye ou c'est coût partagé avec Là, alors là, ce sont des propositions, effectivement, où on a un budget, voilà, d'animation. Et oui, oui et non, parce qu'en fait, pour certaines, comment dire, on propose un catalogue d'animation pour, par exemple, l'année 2023, voilà, avec tel ou tel intervenant, dont ce luthier voilà, qui peut intervenir.
Les bibliothèques du réseau, donc on a 183 bibliothèques. C'est quel département par La Haute-Loire. Et on en a 63 en musique. Voilà. Donc les bibliothèques se positionnent et après, en fonction de différents critères, savoir si on a affaire à une bibliothèque un peu conséquente ou au contraire vraiment une petite bibliothèque où il y a peu de moyens, puisqu'on a aussi beaucoup de bibliothèques qui sont organisées, gérées par des équipes de bénévoles. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là à prendre en compte qui n'est pas les moindres non plus. Donc voilà, donc il y a différents critères et après on accorde entre guillemets pour l'année à venir donc les animations. Voilà. Donc là, effectivement, c'est nous qui prenons en charge l'animation, qui finançons. Par contre, effectivement, il arrive parfois d'avoir un coup de fil d'une bibliothèque. Voilà, on me demande si j'ai des contacts pour telle ou telle animation. Et donc là, on met tous en contact. Et par contre, oui, effectivement, concernant l'animation, comme j'ai évoqué là rapidement, avec le Musibus et avec la sensibilisation musicale, là par contre, oui, c'est moi qui ai fait l'animation. Tout ce qui était sensibilisation. Mais parce que aussi j'ai un parcours qui m'aide aussi là-dessus. Bravo. Bravo, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Il est là. Ouais. Ouais. Là, à 16h15, il y a l'Assemblée Générale de la CIM. Je vous dis que c'est important que vous soyez là parce que déjà, d'une part, vous êtes tous adhérents et que cette année, il y a un renouvellement complet du conseil d'administration. Donc, please. Oui. C'est ça, la CIM. Alors, c'est à l'auditorium Glancier. C'est en bas. Donc, du coup, vous avez genre 5 minutes pour t'aider. Et puis, oui, c'était calme. Ouais. J'ai juste, il y a 2 sujets qu'on n'a pas abordés, c'est juste pour vous en réflexion, parce que comme vous avez fait le tour de table, moi c'est des publics qu'on n'a pas abordés. Les enfants qui arrivent en France et apprenant le français, ça peut être un bon moyen, la musique, pour leur faire découvrir la culture française. Enfin, c'est peut-être pour vous, enfin je vous le fais, voilà. Et l'autre, on n'a pas parlé des musiques traditionnelles françaises. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Vous n'avez pas parlé, enfin je vous dis juste les choses dont vous n'avez pas parlé. Du coup, c'est vous, à la maison, vous dites pourquoi vous ne l'avez pas fait. Dans la bibliothèque de conservatoire, on travaille beaucoup, bien évidemment, sur les genres musicaux. Oui, oui, mais c'est juste que comme personne ne l'a mentionné, c'est pour ça que je le dis juste. Voilà. C'est juste que parfois on parle souvent des musiques traditionnelles du monde, mais en France il y en a aussi. C'est juste pour vous dire que vous ne l'aviez pas mentionné. Merci.